Salam alaikum az-Zulflaoun, bonsoir. Rajbilet, un pari minier à plusieurs milliards, au risque de tout perdre. L'Algérie a lancé l'exploitation de la mine de fer de Rajbilet, présentée comme un pilier de la diversification économique. Mais derrière les cérémonies et le discours officiel, une question reste ignorée. Ce projet colossal est-il réellement rentable ? Avec 3,5 milliards de tonnes de minerais, dont 1,7 milliard exploitables, et un investissement estimé entre 12 et 15 milliards de dollars. Le chantier impose des infrastructures titanesques. 900 km de voies ferrées à travers le désert, usines de traitement pour un minerai à fort taux de phosphore, énergie et eau dans une région aride. À ce coût s'ajoutent des charges d'exploitation élevées qui rendent la rentabilité incertaine et lointaine, pas avant 2030 selon les projections officielles. Or, sur un marché du fer dominé par l'Australie et le Brésil, l'Algérie arrive tard avec un minerai difficile et une logistique lourde. Plus grave encore, aucun débat public n'a été organisé, aucune étude indépendante n'a été rendue publique, aucun contrôle parlementaire sérieux n'a eu lieu. Les experts critiques sont marginalisés et certains, comme le docteur Djelloul Salama, ingénieur et spécialiste en stratégie économique, en font aujourd'hui les frais. Selon le site radio Sans Voix, sa garde à vue aurait été motivée par ses analyses critiques des politiques économiques publiques. Il serait actuellement retenu à la brigade de Bab Jdid en attente de sa présentation devant le procureur de la République. Rajbilet n'est pas qu'une mine de fer. C'est un test pour le pouvoir en Algérie. Sa capacité à conduire des projets viables, transparents et débattus démocratiquement. Sans débat, sans critique et sans expertise, ce projet risque moins d'être un levier de développement qu'un gouffre financier payé par le contribuable au nom d'une ambition mal maîtrisée. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Rajbilet, richesse nationale ou projet surdimensionné, point d'interrogation, donc le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir avec nous Simnouar Djadi, ancien député de l'APN, au sein de l'APN et président de la commission des transports. Il est avec nous par téléphone depuis Alger. Simnouar Djadi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Ah, la ligne a été coupée, on est en train de me dire à l'oreillette, on a perdu donc Nawar Djadi. Mais on a aussi le plaisir d'avoir avec nous ce soir Nazim Taleb, membre du secrétariat de Rached. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Nazim Taleb, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Nazim. Bonsoir Nasser, bonsoir à votre invité et à tous vos téléspectateurs. Merci beaucoup Nazim. Marhaba bik et merci d'avoir accepté l'invitation. Je ne sais pas si Nawar Djadi est avec nous. Non, pas encore. Ok. Donc, on va commencer avec des titres de la presse nationale concernant donc le thème de ce soir. Je rappelle donc le titre de notre émission, Rajbilet, richesse nationale ou projet surdimensionné. Donc, le titre de notre émission pour ce soir. Et on va commencer avec l'APS. L'APS Tindouf, transport de la première cargaison de minerais de fer de la mine de Rajbilet vers la wilaya de Béchar. A titré donc l'APS, le soir d'Algérie. Ligne ferroviaire Béchar Tindouf Rajbilet. Un tournant majeur dans la stratégie économique et territoriale de l'Algérie. A titré donc le journal Le Soir d'Algérie. Un autre titre, l'expression. Rajbilet, quand le rêve devient réalité. Après des décennies d'attente, l'exploitation de la mine de Rajbilet entre dans sa phase effective.
portée par une infrastructure ferroviaire historique. Cette réalisation marque un tournant décisif dans la diversification de l'économie nationale et la valorisation des richesses du Sahara. Donc, a écrit donc l'expression. L'Algérie aujourd'hui, à notre titre, projet de Rajbiled, création, nous dit-on, le journal L'Algérie aujourd'hui, création de 25 000 emplois annoncés. Selon donc le directeur de l'emploi de la wilaya de Béchar, Shfa Blaïd, a mis en avant l'importance économique stratégique du projet minier de Rajbiled, soulignant son impact déterminant sur le développement social et la dynamique économique qu'il générera dans le sud-ouest du pays. Un autre titre et un autre journal, le chiffre d'affaires. Rajbiled, l'Algérie et la Turquie franchissent une nouvelle étape stratégique dans la valorisation du minerai de fer, dans le cadre du partenariat stratégique liant le groupe Sonarem à travers sa filiale, l'entreprise algérienne du fer et de l'acier, Ferral, et la société Tossialé Algérie se tient ce lundi. L'Assemblée générale constitutive de la société mixte algéro-turque dédiée à la valorisation du minerai de fer du gisement de Rajbiled, l'un des plus importants en Afrique. Donc, on peut lire dans le journal Le Chiffre d'affaires. Radio des Sans-Voix. Radio des Sans-Voix est revenu donc sur l'arrestation du docteur Djelloul Salama quand l'expertise devient un délit, donc attitré Radio des Sans-Voix. L'arrestation du docteur Djelloul Salama, ingénieur en expert en stratégie économique, a provoqué une onde de choc dans les milieux académiques et parmi les observateurs de la scène publique algérienne. Après plusieurs jours de disparition inexpliquée, sa garde à vue a été confirmée par des sources sécuritaires. Il est actuellement retenu à la brigade de Bab Jdid en attente de sa présentation devant le procureur de la République. Voilà. Et on termine avec Algérie 360, l'ex-ministre Aoun, des cadres d'État et des hommes d'affaires face à une lourde affaire de corruption. L'ancien ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, comparaîtra officiellement devant la justice aux côtés d'autres accusés le lundi 2 février 2026. Ils sont impliqués. L'affaire connue sous le nom de corruption d'Imetal sont également poursuivis son fils, M. Aoun, l'homme d'affaires connu sous le nom de Nounou Manita, originaire de la wilaya d'Oran, le directeur général de l'entreprise Fondal S. Nordin, le PDG du complexe Sider El-Hajjar, Bi Karim, ainsi que d'autres mis en cause. Donc, a écrit Algérie 360. Voilà donc quelques titres de la presse nationale je pense que Mnowar Djadi est avec nous. C'est Mnowar Djadi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. C'est Nasser, bonsoir à vous, aux téléspectateurs, à vos invités. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Simon Warjadi. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va commencer avec cette petite vidéo avant de donner la parole à nos invités. Inauguration donc du train de Rajbiled. On regarde Soundbite tous nos amis de la régie et je reviens à nos invités juste après ça. في محطة هامة عنوانها جزائر الإنجازات ومن قلب جنوبنا المعطاء أعطيت أمس إشارة انطلاق أول عربات شحن خامات الحديد من منجم جارجبلات بتندوف باتجاه ولايتي بشار ووهران عبر خط السكة الحديدية المنجمي الغربي. إشارة انطلاق أول شحنة من خام الحديد أشرف عليها وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل مرفوقا بوزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وكاتبة الدولة المكلفة بالمناجم. كما تم أمس أيضا تدشين محطة قطار نقل المسافرين لجارجبلات عبر الخط المنجمي الغربي. Voilà, donc, c'est Mnowar Djadi. Je vais commencer cette émission avec vous.
Donc c'est le grand jour, nous dit-on. Le soir d'Algérie part donc d'un tournant majeur dans la stratégie économique et territoriale de l'Algérie. Une ligne ferroviaire, la ligne ferroviaire Béchat-Tindouf, donc et Rajbilet a été donc inaugurée. On parle de la mine de Rajbilet, mine de fer. Des experts ont critiqué ce projet en termes de coûts, en termes de rentabilité aussi. Sibno Warjali. Quel est votre sentiment donc après l'inauguration donc de cette mine de fer de Rajbilet? Merci, c'est Nasser, de m'avoir donné la parole. Effectivement, c'est un rêve qui devient réalité. Lorsque notre président parlait de Rajbilet en 2002, 2023, 2024, la majorité des experts n'en croyaient pas. Malheureusement, parmi lesquels moi j'ai entendu parler des grands experts comme Moptol. Moptol, il a fait une thèse, même je lui ai répondu à l'époque. Et il est revenu à la raison après une année. Tazi Tani, c'est un expert, c'est un géologue de renommée internationale. Il a dit en ces termes que le gisement de Rajbilet est non-gisement. En ces termes. Tout le monde parlait parce que le minerai de fer de Rajbilet a une forte teneur en phosphore. C'était la seule raison. Et pour ne pas m'étaler sur le point politique, la France, le Maroc à l'époque, en 72, etc., j'en passe. C'est la France qui mettait les bâtons dans les roues pour que le gisement ne soit pas exploité avec d'autres partenaires, sauf la France. Et je dis cela, c'est là ça, je vous donne une information, une première. En France, au nord de la France, la frontière franco-allemande, à Lorraine, il y a une grande mine, un grand gisement. Tout d'abord, elle est souterraine. Il y a des galeries profondes jusqu'à 250 mètres de profondeur pour l'extraction de cette minerie. Le minerai, il n'est pas aussi riche. Il est entre 30 et 40% du fer. Par contre, Rajbilet, il est à 58,57%. Le phosphore, il atteint les 2%. Et pourtant, la France exploitait cette mine souterraine de Lorraine depuis 1890 jusqu'en 1997. Malgré que la teneur en minerai de fer est faible par rapport à Rajbilet, et le taux du phosphore, il dépasse de loin Rajbilet, qui était le Rajbilet 0,8-1%, le minerai de fer de Lorraine, il atteint 2%. Et à nous, il nous disait que non, il n'est pas exploitable parce qu'il est là. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de procédé pour la réduction du phosphore. Or, les cousins Thomas des Anglais qui ont mis en marche, ils ont inventé le process de diminution du phosphore en 1875. Et en 1880, a été généralisé dans toute l'Europe, y compris la France, qui exploitait justement cette minerai de fer. Donc, pour Rajbilet, aujourd'hui, j'entends parler l'eau, on ramène de l'eau de Temimoun à Rajbilet parce qu'on a besoin de 3 millions de mètres cubes pour faire fonctionner les usines. C'est pas possible, ce n'est pas vrai. Parce qu'à Rajbilet, il n'y a que l'opération, ce qu'on appelle primaire, c'est-à-dire le traitement primaire. Qu'est-ce qu'on entend parler par le traitement primaire? On extrait le minerai de fer, on le ramène, on le concasse, on le crible, on lui enlève le gang, c'est-à-dire le stérile avec l'argile, le calcaire, etc. Et on l'expédie à Béchar. C'est à Béchar qu'on va faire le DRI, c'est-à-dire c'est une opération, ce qu'on appelle pour obtenir le prêt, un fer pré-réduit, c'est-à-dire pour lui on enlève l'oxygène. Une fois cette opération terminée, on le déphosphore, et après la déphosphorisation,
et on aura ce qu'on appelle le fer brut. On peut faire les alliages ferreux, on peut faire des aciers durs, l'acier mi-dur, la fonte, la tôle, les péanes, le rail de fer, etc., de chemin de fer, etc. Donc, c'est avec, il y a ناس سمحهم الله ما يعرفوش le process. Mais واحد يقول لك باللي le fer هذا سمحه الله على كل حال. Si on revient sur ce sujet, l'expert اللي هضرت عليه, on va revenir sur ça, oui. Voilà, le fer, il n'est pas bon pour, il est très mauvais. Il ne peut pas l'utiliser. On ne peut pas l'utiliser, le fer de Gharj Bilet, pour la construction, parce qu'il se casse. Effectivement, je donne cette explication à ceux qui entendent. Effectivement, l'objectif principal de la déphosphorisation, c'est pour qu'on rend avec le milieu de fer à haute teneur du phosphore, pour lui rendre la maniabilité, l'élasticité, et on le rend non cassable. Une fois la déphosphorisation est faite pour cette minerie, ou tous les mineries qui dépassent la norme 0,05%, en dehors de cette norme, de ce domaine de définition avec le langage des mathématiciens, on le déphosphorise, c'est pour le rendre maniable, c'est-à-dire il ne sera plus cassable. Maintenant, une fois la déphosphorisation est faite, le fer il est utilisé partout, qu'il soit en tôle ou en IPN, ou vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Mais Gharj Bilet, ce n'est pas vrai. Donc tout le monde critiquait sans savoir la cause, sans savoir le process. L'idée est très claire. C'est Mnowar Jahdi. Tout le monde critique, et vous avez donc étayé ou détaillé donc ce que peut rapporter pour l'Algérie en termes de diversification économique ce projet. La question qui se pose aussi, parce qu'il faut poser des questions, il y a des experts qui posent ces questions. C'est que ce projet, on parle en coût, donc l'investissement qui varie entre 12 et 15 milliards de dollars. Vous avez parlé du taux élevé du phosphore, donc il faut traiter des complexes pour réduire donc le taux élevé de phosphore, et tout ça a un coût bien sûr. Les infrastructures énergétiques et hydrauliques dans une région parmi les plus hostiles du pays, ça a un coût. Donc on parle aussi, la question se pose sur la rentabilité, et est-ce que ce projet était une priorité pour l'économie algérienne. Avant on va poser ces questions à Nazim Taleb. Vous avez, Nazim Taleb, écouté l'analyse de Mnowar Jahdi concernant donc ce projet de Gharj Bilet, lui qui a commencé à dire que le rêve devient réalité concernant ce projet. Qu'est-ce que vous en pensez, Nazim Taleb? Oui, bonsoir. Bon, il est indéniable que c'est un point positif que l'Algérie puisse avoir ses propres capacités de production de fer et d'acier. Ça, c'est indéniable. Qu'elle puisse être souveraine sur cette matière essentielle qui intervient partout, dans les voitures, la construction, les voies ferrées, partout. Ça, c'est une évidence. Maintenant, parler de rêve, je ne sais pas. Moi, en tout cas, autant que, je dirais, économiste de formation, je pose cette question simple. Aujourd'hui, le trajet du chemin de fer entre Gharj Bilet et Béchar, qui est de 950 km, a coûté 3,2 milliards de dollars. Vous avez parlé d'un coût d'investissement de 12 milliards. Bon, admettons que c'est le cas. Ça veut dire que c'est 10 milliards de dollars d'investissement. Aujourd'hui, les capacités annoncées de production de fer est de 12 millions de tonnes. Aujourd'hui, les capacités présumées de Gharj Bilet est de 34 milliards de tonnes, et on peut produire 12 millions de tonnes. La tonne aujourd'hui, elle est entre $100 et $120, voire 130. Donc, admettons, c'est 100. C'est-à-dire que si on vend la totalité de notre production au circuit économique, aussi bien à l'exportation qu'aux acteurs locaux, on est à 1,2 milliard de dollars par an de recettes de vente de la tonne de fer.
Donc, ça, c'est juste la vente de la tonne. Donc, il faudra bien sûr payer les salaires, payer les marchandises, payer les transports, toutes les extractions, etc. Donc, à peu près, on est sur un taux bénéficiaire, à peu près, la moyenne mondiale est à peu près de 20%. C'est-à-dire, pour 100 de dollars vendus, vous faites à peu près un bénéfice de 20 dollars. Donc, on a un bénéfice, j'ai fait un petit peu le calcul rapide, donc à peu près, on fera à peu près 200 millions de dollars de bénéfices. Sachant que ces bénéfices, en grande partie va être attribuée à Tosyali, parce que Tosyali, contrairement à la législation en vigueur en 2007, le président Tebboune a fait une exception, c'est-à-dire que Tosyali, aujourd'hui, elle est détenue à 80% par la famille Totyali. Il y a Fouad et Mehmet. Mohamed توصيالي معليش نزيم يعني باش كان nos téléspectateurs vont comprendre ce que vous êtes en train de dire. توصيالي c'est la société donc la société turque. C'est la plus grande société aujourd'hui, c'est une société turque qui est basée aux alentours de Oran et qui produit et qui exporte d'ailleurs, c'est une belle société, ça c'est indéniable. Tout ce qui est le fer à béton et tous les produits qui sont liés au fer et à l'acier. Tosyali, encore une fois, c'est une société turque détenue à 80% par la famille Tosyali. Or, la législation à l'époque, c'était, rappelez-vous, que les investissements étrangers, les Algériens devaient détenir 51% et l'investisseur étranger 49%. Aujourd'hui, on est sur une configuration de 80% pour les Turcs et 20% pour l'Algérie. Les 20%. C'est la nouvelle loi des mines. Non, ça c'est en 2007. Tosyalis a été créé en 2007. C'est-à-dire que la législation à l'époque en vigueur, c'était 49-51. Là, dont vous parlez 80-20%, c'est la législation sur les minerais qui a été adoptée en 2025. Donc là, on est en 2007. Et déjà, il y a une entrave à la loi. À l'époque, encore une fois, un investisseur étranger ne pouvait pas détenir plus de 49% des capitaux de la société. Or, dans le cas de Tosyali, encore une fois, on est devant une incohérence qui est que, encore une fois, le capital de Tosyali est détenu par Fouad Tosyali à raison de 54% et Mehmet Fatih Tosyali à raison de 26%. Encore une fois, ça a été créé en 2007, à l'époque où la législation en vigueur empêchait les investisseurs étrangers de détenir plus de 49%. Mais bon, on disait à l'époque que c'était grâce à Tebboune, avec ses bonnes relations avec les Turcs. Et malheureusement, je dirais l'acteur principal aujourd'hui, c'est Tosyali. C'est-à-dire qu'il n'y a pas malheureusement l'Hadjar, ça a été toujours chaotique. Je dirais que les investissements qui sont en train d'être faits et qui sont pris en charge par l'État algérien, Tosyali n'y participe pas. C'est-à-dire que le chemin de fer, finalement, de 900 km, c'est à la charge des Algériens, de les 3,2 milliards, sans parler des autres investissements. Mais admettons, on va parler juste du chemin de fer, sans parler de la locomotive, etc., etc. Vous avez parlé de 10 milliards, moi je n'ai pas de source, sincèrement, pour étayer les 10 milliards, mais en tout cas, ça va profiter principalement à la société Tosyali, puisque ce fer-là va être dirigé principalement vers la société Tosyali. Donc, encore une fois, ce que je disais, c'est que sur 1,2 milliard de dollars de vente de fer, la société ou le fer en général, on va réaliser un bénéfice de 200 millions par an. Donc, 80% va être destiné aux investisseurs, à savoir Tosyali, et finalement, 20% de 200 millions, c'est 40 millions. Donc, on voit bien que 40 millions de bénéfices pour l'État algérien par an et des investissements de 10 milliards, admettons même si c'est même pas 10 milliards, c'est 5 milliards.
Donc, je vous laisse imaginer, pour que l'investissement soit rentable, pour qu'il soit rentable, il faut vous diviser, je sais pas, 5 milliards divisé par 40 millions. Donc, ça vous fait 125 ans pour avoir Rentabilisé. sur investissement. C'est-à-dire, au bout de 125 ans, là, vous serez à ce qu'on appelle en anglais break even, c'est-à-dire vous êtes à zéro, vous avez rendu votre investissement. Et c'est beaucoup. Donc, ce que vous êtes en train de dire, que c'est un mauvais investissement, c'est ce que vous êtes en train de dire, Nazim Taleb. En tout cas, d'après les chiffres, moi, en tout cas, d'après les capacités de production, d'après le prix à la tonne du fer, d'après les capacités, parce que, encore une fois, il y a un autre problème, gros problème même, c'est qu'aujourd'hui, au niveau mondial, il y a une surproduction de fer. Ça veut dire le prix de 100 à 120 dollars la tonne n'est pas garanti. Même s'il est garanti, vous avez pas plus loin qu'hier. Hier, la Commission européenne, elle a voté la réduction des quotas d'acier et de fer importés. C'est-à-dire qu'on est passé en franchise de douane, hein, on est passé à 18,3 millions de tonnes. Au-delà, c'est 50% des droits de douane. Sachant que l'Union européenne importe une grande partie de son acier de Brésil, Australie, Chine, etc. Donc, l'Algérie va forcément passer en dernier. Même les États-Unis ont rajouté 25% de taxes, Nazim Taleb. Oui, sauf que les États-Unis, nous, l'Algérie, n'exporte pas du tout de fer aux États-Unis, d'après mes connaissances. C'est-à-dire que même s'ils imposent 200%, ça ne nous concerne pas. Le fer, aujourd'hui, il est destiné, d'après les communiqués de Tossiali, au marché africain et à 2 pays de l'Union européenne. Donc déjà, 2 pays de l'Union européenne. D'ailleurs, Tossiali, quand ils ont fait, ils ont fait un communiqué de presse lors du premier export de 2026 de 22 000 tonnes. Il fustigeait déjà les entraves de l'Union européenne vis-à-vis de l'acier et du fer algérien. Parce que les techniques aujourd'hui utilisées par les usines de Tossiali sur certains produits sont très émettrices de CO2, premièrement. Et secondo, encore une fois, les quotas ont été réduits encore une fois, à 18,3 millions de tonnes en franchise de douane. Et l'Algérie, c'est un nouveau acteur. Ce n'est même pas un ancien acteur. Donc, vous imaginez bien que ces quotas-là vont être consommés rapidement par la Chine, par l'Australie, par le Brésil. Donc, l'Algérie, encore une fois, le risque, c'est que non seulement vous avez un investissement qui n'est pas rentable, c'est que le gros risque aussi, c'est que vous vous retrouvez en surcapacité de production, c'est-à-dire que vous produisez 12 millions de tonnes, les capacités, la demande algérienne en fer, elle est autour de 4 millions de tonnes, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec 8 millions de tonnes de fer avec lesquelles vous ne pouvez pas faire grand-chose. C'est ça le problème. Très bien, restez avec nous, Nazim Taleb. Simnawar Jadi, vous avez entendu les arguments donc de Nazim Taleb. Et beaucoup d'experts se posent aussi les mêmes questions en termes de rentabilité qui est incertaine, mais aussi lointaine. On parle d'un marché de fer qui est cyclique et volatile, dominé par des géants, et il l'a rappelé Nazim Taleb, comme l'Australie, le Brésil. D'abord, on va écouter, avant de vous donner la parole, Simnawar Jadi, on va écouter le chef de l'État, Majid Tebboune, parler de Raj Bilad. مشروع استغلال منجم قارج بيلت بتندوف الذي أصبح حقيقة ملموسة بعدما كان حلم من كانت لهم الإرادة وليس لهم الإمكانيات آنذاك. سي بومدين رحمه الله كيتكلم على قراج بيلات بحسرة كما يقولوا المصريين، العين بصيرة واليد قصيرة. الحمد لله أنا وفقنا ربي وجسدنا الحلم تاع من كان يحلم بجزائر قوية بمناجمها قوية مادام مشروع تاريخي
وانتصار تاريخي للشعب الجزائري. طلبت باش يتجسد في التاريخ ونقوم بحفلات عرفانا بما قاموا به أبنائنا في بناء السكة الحديدية. لا سي منور جعدي، العين بصيرة واليد قصيرة كما قال عبد المجيد تبون. يعني dans ce passage, la question qui se pose, est-ce que nous avons les moyens maintenant par rapport à ce projet, à cet investissement que beaucoup d'experts, d'abord on va écouter le docteur Djelloul Salama, qu'est-ce qu'il pense par rapport donc à ce projet. On l'écoute. نصدروه من غير لي شيفر سون لا نحسبوهم انا وياك ونقول لك كونت اسكو سخا رونتابل سخا با رونتابل. لي شيفر سون لا سور 80 دولار لا طون تحطيه اون برودوي 8000 2200 actuellement. Moi je peux dire facilement je produis 5000, je vais agrandir 5000 par 80 دولار. حسبي تلحقي somme totale 65 millions de dollars par an. 65 millions de dollars par an صارفة 3,5 مليار de dollars باش ترونتابيليزيها تحتاج 50 سنة pour ne pas dire 60. Voilà, donc docteur Djelloul Salama. Et bien sûr, d'après Radio des Sans-Voix, on va voir donc le titre, arrestation du docteur Djelloul Salama, quand l'expertise devient un délit. Simon Warjadi, yani pourquoi est-ce que c'est une priorité quand on parle en termes de coût d'investissement? C'est un investissement quand même qui demande beaucoup d'argent. Est-ce que c'est une priorité économique pour l'Algérie quand on voit qu'il y a une rentabilité incertaine, mais aussi lointaine? والله سي جلول سي ناصر خويا. نعم. نعمتك دائما. يعني والله يخلق الله ما يشاء والله يهدي من خلق. هذا ما نقدر نقول. بور كو جو كومونس اعطيني شويه وقت برك سي ناصر. اعطيني برك هذا سي جلول يهضر على 5000 ملتيبلي بار 80 ويلقى 650. يعني قول لي 5000 هذه سي كوا؟ يعني نعطيك يا اخي انت اللي درت سي فو كو فوزافي لونسي هاد لا فيديو. ويقول هذا السي جلول يقول نقبض غير اون موين تاع 5000 ملتيبلي بار 80 دولار لا طون ولقى 65000 دولار 67 ودارها بلي 67 مليون دولار على 50 سنه. ايا قول لي برك سي كوا اللي 5000 هذه سي كوا 5000. دوزيامون يهضر على لا فونت نتاع المينيري دو فير brut. On va dire le coût de revient à la déphosphorisation. Étant donné que l'Algérie va vendre le minerai de fer brut, pourquoi l'Algérie le déphosphorise? Je ferme cette parenthèse. Deuxièmement, yani entendre avec tous les respects que je dois à votre invité de Paris, yani Nazim Taleb. C'est Nazim, avec tout le respect que je dois, comme il est économiste, ou l'Algérie, un gouvernement, un président, des experts, le ministère, le gouvernement, avec des investissements colossaux, et à la fin, on n'aura que 40 000 dollars par an. Deuxièmement, moi ce que je veux dire, celui qui, comment dirais-je, mettre la voie ferrée ou la ligne ferroviaire Béchar Tindouf dans le même projet de l'exploitation de Rajbilet, il est dans l'erreur. À mon avis, la ligne ferroviaire de Béchar à Tindouf, c'est un investissement de l'État algérien à 100%, financé à 100% sur le budget de l'État, c'est en dehors de Rajbilet. Maintenant, cette ligne ferroviaire n'appartient pas à Rajbilet ou à ceux qui exploitent Rajbilet. Cette ligne appartient à la SNTF. Et toute entreprise qui utilise cette ligne ferroviaire doit payer. Qu'il soit Tosali, qu'il soit Solarem, qu'il soit les Chinois ou autres. Avec l'exploitation, maintenant,
Cette ligne, aujourd'hui, elle sert aussi à l'exploitation justement de cette fameuse grandiose mine ou le gisement de Rajbilet. Maintenant, je prends les dires de votre invité Najib. Il parle de 12 millions de production. Bon, il est dans l'erreur parce que on passe à 2 millions à 2026, et puis à 5-10 millions d'ici 2027-2028, à 2035, on atteint Inch'Allah 20 ou 25 millions, et en 2035-2040, on atteint la vitesse de croisière entre 40 et 50 millions de tonnes. Pour votre information. Maintenant, je prends les chiffres de 12 millions. Les 12 millions de minerais de fer, on le vend avec le Hadjar, il importe, le Ballara, il importe sa matière première, et Tossali importe sa matière première. Maintenant, ce que je dis, pour votre information, il y a des usines qui sont en train de s'installer au niveau de Béchar et au niveau de Naama pour la sidérurgie. Je dis bien pour la sidérurgie. C'est pour la fabrication du fer à béton, c'est pour obtenir ce qu'on appelle le fer prix réduit, déphosphorisé, et il est en boulette pour qu'on puisse le transformer, le transporter à Oran, à Tossiali, pour qu'il utilise comme matière première qui est en train de l'importer aujourd'hui. Une partie sera transférée au complexe de Ballara, le complexe sidérurgique, l'Algérie avec le Qatar, qui est en train d'importer aujourd'hui cette matière première. Troisièmement, les usines avec les Chinois, c'est contient 49%, qui sont en train de se réaliser au niveau de Béchar avec Sonarem, avec sa filiale et Métal. Pour la fabrication des EPN, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour prévoir la disponibilité du rail pour notre Grand Sud, pour Tamarrasat, pour Gherdaya, Tamarrasat, Ain Salah, Tindouf, Timimoun, etc. On aura besoin beaucoup de rails de fer qu'aujourd'hui l'Algérie est en train de l'importer. Donc, si je prends les 12 millions, et le prix, je dis bien le prix, et j'assume mes responsabilités et je suis formel. Le prix de l'acier, qu'il soit le fer à béton, les EPN, c'est-à-dire les profilés métalliques, la tôle en bobine, ou le rail, il coûte en moyenne entre 600 et 1100 dollars la tonne. Maintenant, si l'Algérie, à moyen terme, commence à produire ces produits-là avec Tossiali, avec les Chinois et avec les autres entreprises étrangères intéressées dans ce domaine, l'Algérie, si je prends les 12 millions de production de minerais de fer transformés justement en cette matière première avec un prix moyen de 650 à 100 dollars la tonne, le prix à 12 millions, ça tourne autour de 8-9 milliards de dollars. Je ne parle pas des 25 millions et des 30 millions et des 40 millions qu'on va atteindre la vitesse de croisière à partir de 2030, qu'on va atteindre un chiffre d'affaires de plus de 35 milliards de dollars, de 25 milliards de dollars. Ça, est-ce que vraiment une personne, sage, qui sait lire et écrire, je ne dis pas un spécialiste, et qui dit que 650 millions de dollars, l'Algérie va récupérer le tir, c'est-à-dire le taux interne de rentabilité ou le retour sur معليش هذا سمعنا لي زارغيومون تاعك لا كيستيون سي با نورمال ça. Et معليش انت راك تقول سي با نورمال parce qu'il y a des spécialistes aussi, il y a des experts qui ont un avis. انا شو بدي شوف une minute انا عندك دائما une minute برك انا je parle, il y a des auditeurs qui nous écoutent, il y a des spécialistes qui nous écoutent. Je défie n'importe quel, je dis bien Mnower Jadi défie n'importe quel spécialiste qui soit en métallurgie, qui soit en économie, qui soit en finance, qui soit spécialiste dans le management stratégique. Je suis là pour faire avec lui une conférence en tête-à-tête pour ce projet de Rajbilet.
البروبليم معليش هذا راه محسوب عليك سي منور رجع لي هذا راه محسوب عليك ولكن يعني la question qui se pose انت راك vous êtes en train d'avancer des arguments en faveur de ce projet de cet investissement وعندك الحق mais il y a aussi en contrepartie des experts qui critiquent ce projet, qui disent qu'il est coûteux, c'est un investissement qui ne va pas être rentable. Mais qui ne disent pas n'importe quoi. Ni à court terme, ni à long terme. معليش خليني برك سي منور رجع لي خليتك تهضر يعني علاش pourquoi on fait intervenir dans des chaînes algériennes. On ne parle pas de chaîne magharibiya. On peut dire que la chaîne magharibiya, elle est en train d'exagérer. Elle a invité Dr Djelloul Salama et il est à côté de la plaque, entre guillemets, concernant donc son analyse par rapport à ce projet. Mais c'est des chaînes établies en Algérie, des chaînes algériennes qui l'ont invité. Et on parle donc d'un Dr Djelloul Salama. Il a donné son avis et juste après, on entend, donc on apprend, c'était des rumeurs et maintenant, bien sûr, ça a été confirmé par Radio des Sans-Voix et d'autres sources aussi, qu'il a été arrêté. Il a été arrêté et qu'il attend donc qu'on le présente devant le procureur. Pourquoi les gens qui critiquent, qui essayent d'apporter un débat à une politique économique, à une question qui concerne notre pays, on les met dans cette situation. Nazim Taleb, je vous donne la parole. سمعت واش قال منور جعدي. Pour lui, منور جعدي, il dit les chiffres sont là. C'est un projet qui va rapporter gros à l'Algérie et c'est un projet en termes de souveraineté économique, on parle de souveraineté économique, d'après lui. Nazim Taleb. Bon, premièrement, l'arrestation de Dr Djelloul Salama est tout à fait condamnable, inadmissible, et c'est la preuve que ce régime est devenu fou. Ce n'est pas un régime qui a toute sa tête. Il n'est pas normal qu'un expert qui donne son avis, et en plus, moi j'ai vu ce qu'il avait déclaré, et moi j'aurais vraiment aimé que M. Jadi puisse également regretter son incarcération, dire que c'est condamnable, dire que c'est un régime totalitaire, dire que c'est un régime qui n'accepte aucune critique, y compris des gens qui sont connus pour être bienveillants vis-à-vis de ce régime. Il a dit tout simplement ce qu'on peut dire pour chaque projet économique. Il a dit que ce projet va rapporter tant, mais il faudra 50 ou 60 ans pour pouvoir l'amortir. Vous pouvez dire la même chose pour n'importe quel investissement. Un investissement dans une société, c'est sûr que vous n'allez pas rentrer dans votre argent la première année. C'est comme demain, vous achetez vous-même une maison, c'est pas au bout d'une année que le loyer va vous permettre de rembourser la totalité de la maison. Il faut attendre 10, 20 ans, 25 ans. Absolument. Donc, alors, que serait-ce un projet d'une grande envergure où ça nécessite du chemin de fer, où ça nécessite de mobiliser des équipements de pointe, des fourneaux, etc. Il n'a rien dit rien ne peut justifier son incarcération. Donc, encore une fois, je voudrais aussi dire que c'est un régime encore une fois totalitaire, c'est un régime qui est complètement à côté de la plaque, qui n'accepte aucune critique. Bon, ça c'est ceci étant dit. Deuxièmement, moi dès le début de mon intervention, j'ai dit que c'est un projet qui peut effectivement être louable parce que ça permet une souveraineté sur un produit essentiel pour l'économie algérienne. Or, c'est pas parce que on peut faire un projet qu'il est forcément rentable. On peut faire, il y a des secteurs stratégiques, même dans des pays développés, où ils savent que ça va jamais être rentable, mais ils investissent dessus quand même, parce que c'est des secteurs stratégiques. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec le Covid, il y a des produits qui venaient de Chine, notamment les masques. Alors c'est vrai que les Européens ou les Américains ont décidé de ne pas fabriquer les masques parce que c'était pas rentable, donc ils les faisaient faire par de la main-d'œuvre chinoise, mais ils se sont rendus compte qu'au moment de l'épidémie, ils n'avaient pas de masques, ils dépendaient complètement des Chinois. Donc ils ont
fait des investissements en Europe et aux États-Unis, ce n'est pas rentable, mais c'est stratégique pour eux. La même chose peut être applicable à d'autres produits de première nécessité. Donc, je dirais, tout projet économique peut ne pas être forcément rentable pour des raisons stratégiques. Bon, ça c'est premièrement. Secondo, Monsieur Jadi, je sais pas, il se présente comme un Superman. Je défie pas. Je suis. Alors, on mélange tout avec Monsieur Jadi. Oui, je défie l'expertise stratégique ou le management stratégique. Alors, on n'en parle même pas. Ça, c'est même pas le sujet. Je vois même pas pourquoi il parle de management stratégique. Et je ne vois pas pourquoi il confond la matière première et le processus de transformation. Là, aujourd'hui, sur cette émission, on parle de la matière première. On ne parle pas de la transformation. On ne dit pas que ce fer-là, quand il va être processé par Tosyali ou par d'autres sociétés, il ne va pas être rentable. Mais on parle de la matière première. La matière première, avec les chiffres qu'on a, dont on dispose, ce n'est pas rentable. En tout cas, pas au point où cet investissement va être rentabilisé au bout de 50 ans. C'est-à-dire, même moi, avec Dr Salama, je ne suis pas d'accord, parce que d'après les chiffres, on sera rentable dans 125 ans, et si on en applique le taux d'actualisation de la monnaie, on le sera dans 200 ans. Parce que 40 millions aujourd'hui n'est pas 40 millions dans 125 ans. Et donc, forcément, il faut prendre en compte le taux d'actualisation de la monnaie pour pouvoir savoir si ce projet est rentable dans 50 ans, 60 ans, 80 ans. Mais moi, d'après les chiffres que j'ai, c'est un projet qui va, en termes de rentabilité, il va falloir plus d'1 siècle pour qu'il soit rentable. Je parle de la matière première du fer. Je ne parle pas du processus de transformation. Le processus de transformation, c'est un autre sujet, c'est une autre émission, et on peut à la limite en parler. Premièrement. Secondo, quand on parle de 12 millions de tonnes, les 12 millions de tonnes, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le gouvernement lui-même qui a fixé des objectifs de production de 12 millions de tonnes de fer. C'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement. Donc, je l'invente pas. Et donc, sur cette base-là, sur 12 millions de tonnes, avec $100 la tonne, vous avez 1,2 milliard de revenus, de chiffre d'affaires. Sur le chiffre d'affaires, monsieur Nasser, il y a des coûts. Il faut bien payer les salaires, il faut bien payer le transport, il faut bien payer les sociétés de conseil, comment dirais-je, tous les coûts qui sont inhérents à l'extraction du fer lui-même. Donc, sur le plan mondial, encore une fois, au risque de me répéter, on est sur une marge bénéficiaire de 20%. Donc 20% de 1 milliard 2, ça fait 240 milliards. Sur 240 milliards, si vous avez 80% d'investisseurs étrangers, ben vous faites le calcul. Bien sûr, il y a l'impôt sur les sociétés qu'il faudra prendre en considération. Mais ce n'est pas, pour l'Algérie, ce n'est pas les chiffres que M. Jadi annonce 35-40 milliards. C'est pas logique. C'est pas économiquement, même si vous le calculez comme vous voulez, même si on double, même pas on double, on multiplie par 10 les chiffres que je vous ai donnés. C'est-à-dire, même admettons, on est super optimiste. Sur 1 milliard de ventes de produits, de matières premières, allez, ce n'est pas 40 millions, c'est 400 millions. 400 millions par an. Et vous avez un investissement de 10 milliards. Faites le calcul. Il vous faut déjà 25 ans. Donc, même si je suis généreux, on est quand même encore loin du compte et loin des chiffres annoncés par M. Jadi qui parle de 35 milliards. D'où est-ce qu'il vient 35 milliards? D'où est-ce qu'il tient ces 35 milliards? Premièrement, et je finirai sur ce point, c'est pas parce que l'Algérie a décidé de produire 40 millions de tonnes qu'elle va vendre 40 millions de tonnes. M. Jadi nous dit, oui, c'est 12 millions aujourd'hui, mais dans 10 ans, ça va être 30 ou 40 millions de tonnes. Déjà, aujourd'hui, on est en surcapacité et en surproduction du fer. Au niveau mondial, ce n'est même pas au niveau régional, c'est au niveau mondial. Vous avez une surproduction par les Australiens, les Chinois, les Brésiliens, les Européens et les Américains. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai dit, l'Union européenne, hier, la Commission européenne
a décidé de réduire les quotas en franchise de douane des importations du fer et d'acier. Donc ça veut dire bien qu'il y a une surproduction. C'est pas parce que M. Djadi décide qu'on va produire 30 millions, 40 millions que l'Union européenne va être obligée de nous importer 40 millions. C'est ça qu'encore une fois, il faut être logique et raisonnable et pragmatique au niveau économique. Très bien, Nazim Taleb. Parce que j'aurais aimé que cette émission va durer plus et donner la parole encore à notre ami Mnowar Djadi. Désolé, donc on a dépassé même le temps de l'émission. Je suis sûr qu'on va revenir sur cette question, sur ce projet. Bien sûr, chacun son avis. On a entendu Mnowar Djadi, ancien député de la PN et président de la commission des transports, donner son avis par rapport donc à ce projet, mais aussi Nazim Taleb, membre du secrétariat de Rached. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Et merci à vous, chers téléspectateurs.